Le 18 janvier 2016, Strasbourg. Il fait 3 degrés. Une grue s'avance lentement dans le quartier de Cronenbourg. Les riverains s'arrêtent. Certains sortent leur téléphone. D'autres ne bougent pas. Ils regardent, les bras le long du corps. La lettre K se détache en premier, puis le R, puis le O. Pendant 60 ans, l'enseigne rouge Cronenbourg avait brillé sur les toits de Strasbourg. On la voyait depuis l'autoroute A4. On la voyait depuis les fenêtres des trains. Elle était là le matin, elle était là le soir. Pour des milliers de familles alsaciennes, elle faisait partie du paysage comme la cathédrale. Ce matin-là, elle tombe. Lettre par lettre, un homme se tient immobile sur le trottoir. Son père a travaillé ici. Son grand-père aussi. Il ne dit rien. 352 ans d'histoire s'effacent en quelques heures. Mais ce qui disparaît ce jour-là n'est pas seulement une enseigne. C'est la fin d'une trahison qui a duré 20 ans, commise non pas par des ennemis, mais par des actionnaires. Comment la plus ancienne brasserie de France a-t-elle été vendue, démantelée et abandonnée par ceux qui prétendaient la sauver? Brasserie Cronenbourg, Strasbourg, 1664-2016. Le 9 juin 1664, Strasbourg n'est pas encore française. La ville appartient au Saint-Empire romain germanique. Ses rues sentent le houblon et la fumée de bois. Ses habitants parlent alsacien, une langue qui n'est ni tout à fait allemande, ni tout à fait française. Et dans une ruelle pavée proche de la cathédrale, un jeune homme de 25 ans pose son seau sur son premier tonneau de bière. Il s'appelle Jérôme Hatt, fils de teinturier, admis à la corporation des tonneliers. Il vient d'obtenir sa maîtrise de brasseur. Il loue une petite brasserie place du Corbeau, la brasserie du Canon, et il brasse sa première cuvée dans un seul fût de bois. Personne, ce jour-là, n'imagine que ce tonneau est le point de départ d'une histoire qui durera 3 siècles et demi. Jérôme Hatt ne sait pas qu'il fonde l'une des plus vieilles entreprises françaises encore en activité. Il ne sait pas que son nom sera gravé sur des millions de bouteilles vendues dans 70 pays. Il ne sait pas non plus que ses descendants dirigeront cette brasserie pendant plus de 300 ans, à travers des guerres, des annexions, des occupations et des changements de drapeau que l'Alsace subira comme nulle autre région d'Europe. Il sait seulement faire de la bière, et il la fait bien. La famille Hatt transmet la brasserie de génération en génération, comme on transmet un prénom. Le fils succède au père. Le père avait succédé au sien. Chaque héritier apprend le métier depuis l'enfance. L'odeur du malt grillé, la tension du mou en fermentation, le silence attentif des caves où la bière repose. Pendant près de 2 siècles, la brasserie reste au cœur de Strasbourg. Mais la rivière Ill déborde régulièrement. Les caves inondent, le bois pourrit, la bière tourne. En 1850, la 6e génération prend une décision capitale. Frédéric Guillaume Hatt déplace la brasserie vers les hauteurs du faubourg de Cronenbourg, à l'ouest de la ville. Le terrain est plus sec, le sol est profond, les caves naturelles y sont fraîches et stables, idéales pour la fermentation basse qui produit les grandes lagers. La brasserie prend le nom du quartier. Cronenbourg, avec un C. Ce déménagement sauve l'entreprise et il lui donne son identité définitive. Mais l'Alsace, elle, n'a pas fini de changer de maître. En 1871, après la guerre franco-prussienne, la région est annexée par l'Empire allemand. Du jour au lendemain, les Alsaciens deviennent sujets du Kaiser. Leurs enfants étudient en allemand. Leurs actes officiels sont rédigés en allemand. Et la brasserie Hatt, désormais en territoire allemand, adapte son identité. Sur ses étiquettes apparaît un K gothique à la place du C Cronenbourg, avec un K plus allemand, plus exportable. La famille Hatt ne cède pas l'entreprise. Elle s'adapte, elle survit. En 1919, après la Première Guerre mondiale, l'Alsace revient à la France. La brasserie redevient française. En 1922, elle rachète la brasserie du Tigre à Strasbourg et adopte temporairement le nom de sa bière phare, Tigre Bock. Elle devient ainsi le premier brasseur d'Alsace. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. En 1940, les nazis annexent à nouveau l'Alsace. La brasserie change de nom. Elle devient Zum Tiger en allemand. Les nazis prennent le contrôle opérationnel. Jérôme Hatt, 8e du nom, se retrouve spectateur dans sa propre entreprise. Il profite de cette période forcée d'inactivité pour lire des livres de gestion, des ouvrages sur le marketing,
des études sur les marchés européens. C'est pendant l'occupation qu'il prépare l'avenir. En 1945, l'Alsace est libérée. Les soldats alliés entrent dans Strasbourg en novembre 1944. Jérôme Hatt reprend les rênes immédiatement. Sa première décision, effacer toute trace allemande. Le nom Tiger disparaît. La brasserie redevient Kronenbourg, avec le cas germanique, certes, mais revendiqué désormais comme un héritage alsacien, ni français ni allemand, les deux à la fois. Sa deuxième décision change l'histoire de la bière française. En 1952, pour célébrer les 288 ans de la fondation, Jérôme Hatt lance une nouvelle bière de luxe, une lager dorée, légèrement amère, brassée avec le houblon Strieselspalt, une variété rare cultivée uniquement en Alsace, surnommée le caviar du houblon pour ses arômes floraux et citronnés d'une délicatesse incomparable. Il la nomme 1664. Pas un nom de famille, pas un nom de lieu, une date. La date du premier tonneau de Jérôme Hatt, ancêtre fondateur. Un hommage discret à l'homme qui, 3 siècles plus tôt, avait posé son seau sur un fût de bois dans une ruelle de Strasbourg. Le 1664 part immédiatement à l'exportation vers la Grande-Bretagne, juste à temps pour le couronnement de la reine Élisabeth II. Il sera vendu dans 68 pays en moins de 10 ans. En 1964, exactement 300 ans après le premier tonneau, la brasserie de Kronenbourg emploie des centaines d'ouvriers. Elle s'étend sur plusieurs hectares. Elle domine le marché français. Et la famille Hatt est toujours aux commandes. Mais quelque chose a changé dans le monde des affaires. Les brasseries familiales, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent plus ignorer les appétits des grands groupes industriels. L'argent vient frapper à la porte. D'abord discrètement, puis avec insistance. La famille Hatt tiendra encore 13 ans. En 1977, après 313 ans de transmission de père en fils, la famille vend. Pas à n'importe qui, à BSN, le groupe industriel français qui deviendra bientôt Danone. Ce jour-là, quelque chose se brise dans l'histoire de la brasserie. Quelque chose d'invisible, mais d'irréparable. Parce qu'à partir de ce moment, Kronenbourg n'appartient plus à ceux qui savent faire de la bière. Elle appartient à ceux qui savent faire de l'argent. Et ces deux choses, on le comprendra trop tard, ne sont pas la même chose. Entrez dans la brasserie de Kronenbourg en 1968. Fermez les yeux. Écoutez, le bruit est assourdissant. Les machines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les tapis roulants transportent des milliers de bouteilles à la minute. Les citernes de fermentation groncent sourdement dans les caves. Les chariots élévateurs zigzaguent entre les entrepôts. Et partout, cette odeur chaude, dense, légèrement sucrée, du malt en ébullition qui imprègne les vêtements, les cheveux, les murs. C'est l'odeur de la prospérité. En 1968, la brasserie K1 de Kronenbourg est au sommet de ce qu'elle n'atteindra plus jamais. 7 hectares au cœur du quartier, 4 salles de brassage en activité simultanée, 650 citernes de fermentation, dont certaines contiennent jusqu'à 10 000 hectolitres. 5 lignes d'embouteillage fonctionnant en parallèle. 3 soutireuses à fût pour alimenter les cafés et les restaurants d'Alsace. Et 800 ouvriers. 800 familles dont le salaire vient de cette brasserie. 800 hommes qui se lèvent le matin en sachant exactement où ils vont, ce qu'ils font et pourquoi leur travail compte. Beaucoup d'entre eux habitent le quartier même, à 5 minutes à pied de l'usine. Leurs enfants jouent ensemble. Leurs femmes se connaissent. Ah, Kronenbourg n'est pas seulement un quartier industriel. C'est une communauté dont la brasserie est le cœur battant. Cette année-là, Kronenbourg produit 2 millions d'hectolitres de bière. 2 millions, c'est l'équivalent de 200 millions de litres, assez pour remplir 80 piscines olympiques. En une seule année, dans une seule brasserie. Comment en est-on arrivé là? Après la guerre, Jérôme Hatt, 8e du nom, celui qui avait préparé l'avenir pendant l'occupation, avait compris avant tout le monde que la France avait soif. Soif de normalité, soif de modernité, soif de bière. Les Français du Nord buvaient de la bière depuis toujours, mais le reste du pays restait dominé par le vin. Hatt voit dans ce vide une opportunité immense. Il investit massivement, il modernise les équipements, il recrute des ingénieurs brasseurs parmi les meilleurs d'Europe, il développe les réseaux de distribution,
Et surtout, il crée le 1664 en 1952, cette lager dorée au houblon, Strisselspalt, qui va conquérir non seulement la France, mais l'Europe entière. La stratégie fonctionne au-delà de toutes les espérances. Dans les années 1960, Kronenbourg détient 40% du marché français de la bière. Une bière sur 2,5 consommée en France sort des cuves de Kronenbourg. La marque est présente dans tous les cafés, tous les restaurants, toutes les grandes surfaces. Elle est sur les affiches publicitaires, à la radio, bientôt à la télévision. Kronenbourg n'est plus une brasserie alsacienne. C'est une institution nationale. En 1969, la direction prend une décision stratégique. La brasserie de Kronenbourg, désormais appelée K1, ne peut plus s'agrandir. Le quartier l'encercle de toutes parts. Il n'y a plus d'espace disponible. Alors Kronenbourg construit une deuxième brasserie, à Obernai, à 30 km au sud de Strasbourg, au pied des Vosges. On l'appelle K2. Moderne, gigantesque, conçu pour produire à une échelle industrielle que K1 n'atteindra jamais. K2 est la brasserie de l'avenir. K1 reste la brasserie de l'histoire. Les deux sites fonctionnent en parallèle. K1 produit, embouteille, expédie. K2 grandit, s'étend, absorbe progressivement les volumes. Pendant des années, les deux coexistent sans tension apparente. Mais dans toute histoire industrielle, le moment où l'on construit le remplaçant est aussi le moment où l'on signe l'arrêt de mort de l'ancien. Personne à Kronenbourg ne le sait encore. Les années 1970 sont celles de tous les records. Kronenbourg s'exporte massivement au Royaume-Uni, où le 1664 devient rapidement l'une des lagers premium les plus vendues du pays. La marque signe des accords de distribution aux États-Unis, en Australie, en Belgique. Le chiffre d'affaires monte. Les profits aussi. C'est dans ce contexte d'euphorie que la famille Hatt prend sa décision la plus lourde de conséquences. En 1977, après 313 ans de propriété familiale, ils vendent Kronenbourg au groupe BSN, le conglomérat industriel français qui produit du verre, des emballages et qui deviendra quelques années plus tard le groupe Danone. Le prix exact de la transaction n'est pas rendu public, mais on sait que la famille Hatt repart avec une fortune considérable. Ce qu'elle laisse derrière elle, en revanche, est inestimable. Elle laisse 800 emplois. Elle laisse une communauté entière dont l'identité est liée à la brasserie. Elle laisse une culture du travail transmise de père en fils depuis plus de 3 siècles. Et elle laisse surtout une entreprise dont la valeur profonde n'a jamais été financière, mais humaine, historique, alsacienne. BSN, futur Danone, s'en empare avec le sourire. Les chiffres sont beaux. La marque est forte. Les marges sont excellentes. Mais les nouveaux propriétaires ne font pas de bière. Ils font du rendement. Et à Kronenbourg, dans les caves fraîches où les citernes bourdonnent encore, personne n'a encore compris que l'ère glorieuse vient silencieusement de se refermer. Le sommet est atteint. Ce qui suit, ce sont les premières ménofissures. Il y a une règle non écrite dans le monde des affaires. Quand un conglomérat rachète une entreprise familiale centenaire, il ne dit jamais qu'il vient la vider. Il dit qu'il vient la développer. Il parle de synergie, d'investissement, de croissance. Il promet que rien ne changera, que les emplois sont garantis, que l'histoire sera respectée. BSN dit tout cela en 1977. Et pendant quelques années, c'est presque vrai. BSN, le groupe fondé par Antoine Riboud, est à cette époque l'une des grandes réussites industrielles françaises. Verre, emballage, alimentation. Un empire construit avec méthode et ambition. Riboud est un patron respecté, visionnaire, capable de discours enflammés sur la responsabilité sociale des entreprises. Il croit sincèrement, ou du moins, il le dit sincèrement, que Kronenbourg peut devenir le champion européen de la bière sous la bannière BSN. Il investit dans la modernisation de K2 à Obernai. Il développe les exportations. Il pousse la marque 1664 sur les marchés britanniques et américains. En apparence, Kronenbourg prospère. Mais sous la surface, quelque chose change imperceptiblement. La brasserie n'est plus dirigée par des brasseurs. Elle est dirigée par des managers, des hommes formés dans les grandes écoles de commerce, habiles avec les tableaux Excel, moins à l'aise avec les citernes de fermentation. Des hommes dont le vocabulaire naturel est celui du rendement, de la marge brute, du retour sur investissement. Ce n'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils mesurent la valeur de Kronenbourg en euros
et uniquement en euros. Dans les années 1980, BSN se transforme. Le groupe diversifie ses activités à une vitesse vertigineuse. Il rachète Gervais, Danone, LU, Evian, Kronenbourg, biscuits, eau minérale, produits laitiers, bière. Un portefeuille d'activités disparates qui n'ont entre elles qu'un seul point commun. Elles doivent être rentables. En 1994, BSN change officiellement de nom. Il devient Danone. Ce changement de nom semble anodin. Il ne l'est pas. Il révèle une hiérarchie implicite au sein du groupe. Danone, le yaourt, le fromage blanc, l'image saine et familiale, est au cœur de l'identité du groupe. La bière, elle, est en périphérie. Kronenbourg est un actif parmi d'autres. Une vache à lait que l'on traite sans se préoccuper de son bien-être. Les signaux arrivent progressivement. Les budgets de maintenance à K1 diminuent, les investissements se concentrent sur K2, plus moderne, plus efficace, moins coûteuse à opérer. Les effectifs de Kronenbourg stagnent, puis commencent lentement à se réduire. On ne licencie pas encore. On ne renouvelle pas les départs en retraite. On laisse l'effectif fondre naturellement, comme une bougie qu'on laisse brûler sans la remplacer. À Kronenbourg, les ouvriers remarquent ces changements. Ils les remarquent, mais n'osent pas les nommer. Parce que la brasserie tourne encore. Parce que les salaires tombent encore. Parce qu'il est difficile de se plaindre quand, en apparence, tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Dans les années 1990, le marché de la bière en France commence à évoluer de manière inquiétante pour Kronenbourg. Les bières de supermarché, les marques distributeurs, les imports allemands et belges vendus à prix cassé grignonnent dans les parts de marché par le bas. En même temps, les bières de spécialité, les microbrasseries, les bières belges d'abbaye séduisent les consommateurs qui cherchent quelque chose de plus authentique par le haut. Kronenbourg se retrouve coincé au milieu. Trop cher pour concurrencer les premiers prix. Pas assez distinctive pour résister aux bières de caractère. La marque vieillit. Son image est celle d'une bière de bistrot, solide mais sans mystère. Les jeunes consommateurs ne s'y reconnaissent même plus. Danone voit ces chiffres, et Danone tire une conclusion froide, rationnelle, implacable. La bière n'est pas l'avenir du groupe. En 1989, lors d'un comité de direction à Paris, la décision est prise. Danone va se recentrer sur ses activités cœur, les produits laitiers, les eaux, la nutrition infantile. Les activités périphériques seront cédées, LU sera vendu et Kronenbourg sera vendu. On ne demande pas leur avis aux ouvriers de Kronenbourg, on ne leur dit rien. Ils apprennent la nouvelle dans les journaux. Le chiffre tombe en l'an 2000. Danone cède brasserie Kronenbourg au groupe britannique Scottish et Newcastle pour la somme de 1,7 milliard de livres sterling. 1,7 milliard de livres. À Kronenbourg, les ouvriers font le calcul. Ils comprennent en une seconde ce que ce chiffre signifie. Aucune entreprise qui paie autant pour une acquisition ne vient pour construire. Elle vient pour rentabiliser. Vite. Au maximum. Et si possible, en réduisant les coûts. Ce qui signifie en réduisant les effectifs. Ce qui signifie en fermant ce qui peut être fermé. Le même jour où la vente est annoncée, la direction de Kronenbourg communique une autre information. Discrète, presque accessoire, noyée dans les communiqués de presse. La brasserie K1 de Kronenbourg va cesser toute activité d'embouteillage. Après 138 ans de production ininterrompue, les lignes d'embouteillage de la brasserie historique s'arrêtent. Ce n'est pas encore la fermeture. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est la première amputation. Et dans toute boucherie industrielle, la première amputation annonce toujours les suivantes. À Kronenbourg, l'enseigne rouge brille encore sur les toits. Les cuves de fermentation ronronnent encore dans les caves. Le quartier respire encore. Mais quelque chose a changé que personne ne sait encore nommer. L'âme de la brasserie vient de quitter le bâtiment. Scottish et Newcastle arrivent à Strasbourg avec des costumes bien coupés et des présentations PowerPoint impeccables. Le groupe britannique est à cette époque l'un des plus grands brasseurs d'Europe. Il possède des marques connues. Newcastle Brown Ale, Strongbow, Baltica. Il a l'habitude de racheter des entreprises brassicoles, de les intégrer à son portefeuille, d'en extraire le maximum de valeur en un minimum de temps. C'est son métier. Il le fait bien. Ce qu'il ne sait pas faire, ou plutôt, ce qu'il ne cherche pas à faire, c'est comprendre ce que Kronenbourg représente pour Strasbourg. Pour Scottish and Newcastle, Kronenbourg est un actif. Une marque avec un beau coefficient de notoriété,
un réseau de distribution solide en France et un potentiel d'exportation sous-exploité. Les chiffres sont bons. Le dossier est propre. La transaction se justifie. Pour les ouvriers de Cronenbourg, Cronenbourg est autre chose. C'est l'endroit où leur père a appris à travailler. C'est l'odeur du malt le matin, en allant à l'école. C'est le bruit des machines qu'on entend depuis la rue quand on rentre chez soi le soir. C'est une présence tellement ancienne, tellement constante, qu'on ne l'imagine plus absente. Ces deux réalités ne se parleront jamais. Dès 2001, les conséquences de la vente se font sentir concrètement à Cronenbourg. L'activité d'embouteillage est officiellement transférée à K2 à Aubernay. Les lignes de K1 s'arrêtent définitivement. 250 postes disparaissent en silence. Non pas licenciés brutalement, mais progressivement réorientés, transférés ou simplement supprimés à mesure que les contrats arrivent à terme. Le site de Cronenbourg se vide à vue d'œil. Les grands halls industriels qui résonnaient du bruit des machines se taisent les uns après les autres. On ferme un bâtiment, puis un autre. On condamne une aile. On sécurise un secteur. L'espace libéré n'est pas réaffecté. Il reste vide, poussiéreux, fantomatique. Mais la direction maintient une présence. Le siège social reste à Cronenbourg. Les laboratoires de recherche et développement restent à Cronenbourg. Un musée est aménagé dans les anciennes salles de brassage. Les 8 cuves en cuivre sont conservées comme décor, comme reliques, comme preuve que quelque chose d'important a eu lieu ici. Le musée accueille des visiteurs. On leur fait visiter les caves voûtées où vieillissaient autrefois les grandes cuves de fermentation. On leur fait sentir le houblon Strisselspalt. On leur fait goûter une bière fraîche en fin de visite. Les touristes apprécient. Les Strasbourgeois viennent en famille. Mais un musée n'est pas une usine. Un musée conserve le passé. Une usine crée l'avenir. Et à Cronenbourg, l'avenir s'est déjà installé ailleurs. Le début du XXIe siècle est une période de crise profonde pour la marque Cronenbourg. En moins de 10 ans, les volumes de vente s'effondrent. En 1989, sous Danone, Cronenbourg vendait encore près de 10 millions d'hectolitres par an. En 2007, sous Scottish & Newcastle, ce chiffre tombe à 7 millions. 30% de pertes en une décennie. La bière bon marché des supermarchés a gagné la bataille par le bas. Les bières de spécialité ont gagné la bataille par le haut. Et Cronenbourg, ni assez populaire, ni assez distinctive, s'est retrouvé sur le bord de la route. Scottish & Newcastle réagit comme tout groupe coté en bourse, réagit face à une crise de volume. Il coupe les coûts. En 2003, la brasserie de Rennes, l'une des 4 unités de production du groupe, est fermée. Les machines sont démantelées. Le bâtiment est rasé 2 ans plus tard. Seuls le château d'eau et le silo à malt sont conservés, classés au patrimoine local. Le reste disparaît. En 2006, l'usine de mise en bouteille du site K1 de Cronenbourg, celle qui avait déjà cessé son activité en 2001, est physiquement démolie. Les bâtiments industriels sont abattus. L'espace est transformé en zone résidentielle. Les immeubles poussent là où les machines tournaient. La même année, Scottish & Newcastle revend la brasserie de Champignol, au nord de Nancy, à un brasseur allemand. Le groupe se recentre sur K2 à Aubernay. Tout converge vers Aubernay. Tout quitte Strasbourg. Et puis vient le coup de théâtre. En janvier 2008, Scottish & Newcastle est racheté. Pas par une entreprise brassicole, pas par un acteur qui connaît la bière, mais par un consortium formé de 2 géants, Heineken et Carlsberg, qui se partagent les actifs du groupe comme on découpe un gâteau. Heineken prend les actifs britanniques. Carlsberg prend Cronenbourg. Le 29 avril 2008, Brasserie Cronenbourg devient officiellement une filiale du groupe Carlsberg, une multinationale danoise dont le siège est à Copenhague, à 1500 km de Strasbourg. Une brasserie fondée en 1664 dans une ruelle de Strasbourg appartient désormais à des actionnaires danois qui ne boiront jamais une Cronenbourg dans un café alsacien, qui ne connaissent pas l'odeur du malt le matin dans le quartier de Cronenbourg, qui ne savent pas que le père de tel ouvrier et le grand-père de tel autre ont passé leur vie entière dans cette brasserie. Ils savent seulement que les chiffres ne sont pas bons et que les chiffres doivent s'améliorer. Le 3 février 2011, lors d'un comité central d'entreprise, Carlsberg annonce officiellement ce que tout le monde redoutait depuis des années. Le site historique de Cronenbourg sera abandonné.
Toutes les activités restantes, le siège social, les laboratoires de recherche et développement, les derniers salariés encore présents à Strasbourg, seront transférés à Obernai. Un investissement de 17 millions d'euros est annoncé pour construire un centre administratif et un centre de développement technique à Obernai. C'est présenté comme une bonne nouvelle. Un investissement, une modernisation. Mais à Cronenbourg, tout le monde comprend ce que cette annonce signifie réellement. Ce n'est pas un investissement à Obernai. C'est une condamnation à mort pour Strasbourg. 200 personnes travaillent encore sur le site historique ce jour-là. 200 personnes qui devront soit accepter de déménager à Obernai, soit partir. Soit traverser 30 kilomètres chaque matin, soit quitter l'entreprise où leur famille travaille depuis des générations. Carlsberg présente l'opération en des termes soigneusement neutres. Jean-Hans Meinel, directeur de la communication, déclare avec le sourire poli des mauvaises nouvelles bien emballées: si on ne réorganise pas certaines choses, c'est beaucoup plus d'emplois que l'on risque de devoir supprimer plus tard. La logique est imparable, et c'est précisément ce qui la rend insupportable. Le musée ferme ses portes le 31 décembre 2012. La dernière visite guidée a lieu ce soir-là. Les guides font le tour des cuves en cuivre pour la dernière fois. Les visiteurs poseront leurs questions habituelles. On leur offre une bière en fin de parcours, comme toujours. Certains prennent des photos, d'autres restent silencieux, le temps d'imprimer dans leur mémoire ce que leurs yeux voient pour la dernière fois. En mars 2013, le mobilier et les objets du musée sont vendus aux enchères. Les cuves en cuivre, les 8 cuves qui avaient rare brassé des millions d'hectolitres depuis des décennies, sont conservées. Elles resteront sur place, décoratives, orphelines, dans une ancienne salle de brassage de style art déco que personne ne saura quoi faire pendant des années. En 2013, puis au début de l'année 2014, les derniers salariés quittent Cronenbourg pour Obernai. Les bureaux se vident, les couloirs se taisent, les lumières s'éteignent. La brasserie historique de Cronenbourg, fondée en 1664, installée à Cronenbourg depuis 1862, employant jusqu'à 800 personnes à son apogée, est désormais un terrain vague. Et sur les bouteilles de bière vendues dans les supermarchés, on peut encore lire, en tout petit caractère, BK 66200, Strasbourg. Cette mention disparaîtra en octobre 2015. Comme si Strasbourg n'avait jamais existé. Mais il reste encore une chose à abattre, l'enseigne, ce rectangle rouge haut de plusieurs mètres, visible depuis l'autoroute. Ces lettres gothiques en métal peint qui brillaient la nuit comme un phare au-dessus du quartier. Ce repère que des générations d'enfants avaient utilisé pour savoir qu'ils rentraient chez eux. Elle est encore là en janvier 2016. Pour combien de temps encore? Les démolitions ne font jamais de bruit au moment où elles comptent vraiment. Elles se passent dans les réunions silencieuses, dans les documents signés en fin d'après-midi, dans les décisions prises à des milliers de kilomètres par des hommes qui ne connaissent pas le nom des rues du quartier. Le bruit des machines, la poussière des gravats, la brutalité visible du chantier, tout cela vient après, longtemps après, quand tout est déjà décidé et que plus rien ne peut être changé. À Cronenbourg, le processus a duré 15 ans. 15 ans de retraits successifs, d'amputation progressive, de silence organisé. 15 ans pendant lesquels chaque décision semblait isolée, technique, justifiée, et pendant lesquels l'ensemble formait en réalité une seule et même phrase, écrite lentement, mot après mot. Cette phrase disait « Vous n'avez plus de place ici ». Revenons en 2006. Les pelleteuses arrivent sur le site de Caen au printemps. Elles s'attaquent d'abord aux bâtiments industriels les plus récents. Les extensions construites dans les années 1960 et 1970 pour absorber la croissance de la production. Ces bâtiments n'ont pas d'histoire particulière, pas de style, pas de mémoire architecturale. Ce sont des hangars fonctionnels, construits vite pour produire beaucoup. Personne ne pleure leur disparition. Mais leur démolition libère 2 hectares et demi de terrain en plein cœur du quartier. La ville de Strasbourg et la société d'aménagement SURS récupèrent de ces terrains. Un projet immobilier est lancé. On parle d'écoquartier, de logements modernes, d'espaces verts, de mixité sociale. Le vocabulaire de l'urbanisme contemporain recouvre comme une couche de peinture fraîche l'histoire industrielle du site. Les immeubles sortent de terre,
Des familles s'y installent. Des enfants jouent dans les cours intérieures. Ils ne savent pas que le sol sous leurs pieds a absorbé pendant 140 ans la sueur de générations d'ouvriers brasseurs. Ils ne savent pas, parce que personne ne le leur dit, que ce sol est contaminé, que les analyses révéleront plus tard des traces de mercure, de PCB, d'arsenic, que la brasserie a laissé dans la terre des cicatrices chimiques que les bulldozers n'effacent pas, n'est-ce pas? On dépollue, on traite, on certifie conforme, et on construit par-dessus. 2008, Carlsberg prend les commandes. Le nouveau propriétaire danois commande immédiatement des audits. Des consultants arrivent de Copenhague, de Londres, de Munich. Ils passent alors plusieurs semaines à Strasbourg. Ils visitent K1, visitent K2, comparent les coûts de production, analysent les flux logistiques, modélisent des scénarios de rationalisation. Leurs conclusions tiennent en une page. K2 à Obernai est l'avenir. K1 à Cronenbourg est le passé. Le conserver coûte de l'argent. Le transférer rapporte de l'argent. La décision est économiquement évidente. Ce que les consultants ne mesurent pas, parce que ce n'est pas leur métier, c'est ce que K1 représente pour les 200 personnes qui y travaillent encore. Pour les habitants du quartier qui voient l'enseigne rouge chaque matin depuis leurs fenêtres. Pour les anciens ouvriers qui viennent parfois s'arrêter devant les grilles comme on s'arrête devant la maison de son enfance. Ces choses-là n'entrent pas dans un tableau Excel. Elles comptent, pourtant. Février 2009, la direction annonce un plan social. 216 suppressions de postes sur 2 ans. 105 à Obernai, 59 à Strasbourg. Le reste réparti sur les autres sites du groupe. Les syndicats se mobilisent. La CGT du Bas-Rhin saisit le tribunal. Les délégués syndicaux dénoncent la méthode, contestent les chiffres, exigent des garanties pour les salariés transférés à Obernai. Les audiences se succèdent, les communiqués de presse s'accumulent, et les suppressions de postes ont lieu quand même. Parce que dans ce type de bataille, le rapport de force est toujours le même. D'un côté, une multinationale avec des dizaines d'avocats, des ressources illimitées et la certitude que le temps joue en sa faveur. De l'autre côté, des ouvriers qui veulent avoir simplement garder leur travail, leur dignité, la routine qui structure leur vie depuis 20 ans. Le tribunal peut ralentir, il ne peut pas arrêter. 31 décembre 2012. Minuit approche. Dans l'ancienne salle de brassage transformée en musée, la dernière visite guidée de l'histoire vient de se terminer. Les visiteurs sont partis. Les guides éteignent les lumières une à une. Les 8 cuves en cuivre, ces géants ronds et luisants qui ont brassé des millions de litres de bière pendant des décennies, restent dans l'obscurité. Le musée ne rouvrira jamais. En mars 2013, les objets sont vendus aux enchères. Les affiches publicitaires d'époque partent pour quelques dizaines d'euros. Les outils de brasseurs, les registres de production, les uniformes d'ouvriers, tout cela se disperse aux 4 coins de l'Alsace, dans les maisons de collectionneurs, dans des brocantes, dans des caves. L'histoire s'émiette. Les derniers salariés du siège social font leur carton. Certains acceptent de partir à Obernai. Ils prennent l'autoroute chaque matin, 30 km aller, 30 km retour. Ils ne se plaignent pas. Ils ont un travail, ils ont de la chance, leur dit-on. D'autres refusent. Ils négocient des indemnités de départ. Ils signent des papiers. Ils rendent leur badge. Ils sortent pour la dernière fois par la porte principale du site, celle qui donne sur la route d'Oberhausbergen, et ils ne regardent pas en arrière. Courant 2014, les bureaux sont vides. Les couloirs sont vides. Les parkings sont vides. Le site de Cronenbourg, 152 ans de présence ininterrompue dans ce quartier, est officiellement une friche industrielle. On conserve 2 éléments. La Villa Hatt, construite en 1897 par les architectes Brion et Haug pour la famille fondatrice, une belle demeure bourgeoise de style alsacien qui sera rénovée et transformée en restaurant. Et l'ancienne salle de brassage de style art déco, avec ses 8 cuves en cuivre que personne ne sait encore quoi faire, mais que tout le monde s'accorde à trouver trop belle pour détruire. Le reste est condamné, 2015. Les pelleteuses reviennent. Cette fois, elles s'attaquent aux bâtiments principaux, les grandes halles industrielles où les machines tournaient 24 heures sur 24, à l'époque glorieuse. Les entrepôts où s'accumulaient les palettes de bouteilles avant expédition. Les ateliers de maintenance où les mécaniciens réparaient les lignes de production. Tout cela tombe.
Le château d'eau, construit en 1954, surmonté du logo Cronenbourg, visible depuis des kilomètres, véritable emblème du quartier depuis 60 ans, est démoli lui aussi. Sa disparition provoque une vive émotion parmi les riverains. Des pétitions circulent, des associations se mobilisent, des habitants photographient sa chute comme on photographie la mort d'un proche. Rien n'y fait. En octobre 2015, les dernières bouteilles portant la mention BK 600 Strasbourg quittent les rayons. La brasserie, qui n'existe plus depuis des années, cesse officiellement d'exister sur les étiquettes. Strasbourg disparaît de la bière qui porte son quartier dans son nom. Et puis il reste l'enseigne, ce grand rectangle rouge. Ces lettres métalliques en police gothique que les générations d'Alsaciens ont appris à reconnaître depuis l'enfance. Ce repère lumineux qui brillait la nuit au-dessus des toits de Cronenbourg depuis les années 1950. Elle est encore là en janvier 2016, seule, au-dessus d'un bâtiment condamné, au-dessus d'un chantier de démolition, au-dessus d'un quartier qui essaie de se souvenir de ce qu'il était. Elle est encore là, mais plus pour longtemps. Ce matin-là, il fait 3 degrés à Strasbourg. Le ciel est blanc. Pas le blanc lumineux des journées de neige qui rendent les enfants joyeux, le blanc mat, pesant, sans relief, des matins d'hiver alsaciens qui semblent vouloir effacer les contours du monde. Un vent léger remonte la route d'Oberhausbergen. Il soulève quelques feuilles mortes restées coincées contre les grilles du site depuis l'automne. Il est 7 heures du matin. Le quartier de Cronenbourg commence à s'éveiller. Les premiers bus passent. Les voitures démarrent dans les rues adjacentes. Les boulangers ont allumé leur four depuis longtemps déjà. Dans les appartements des immeubles neufs construits sur les anciens terrains de la brasserie, des familles préparent le petit déjeuner sans savoir que ce matin est différent des autres. Mais certains savent. Ils savent parce qu'ils ont vu la grue arriver la veille en fin d'après-midi. Ils savent parce qu'un voisin a envoyé un message dans la nuit. Ils savent parce que dans ce quartier, les nouvelles qui font mal circulent vite et silencieusement, de porte en porte, comme une mauvaise odeur qu'on ne peut pas ignorer. Ce matin, l'enseigne tombe. À 8 heures, une petite foule s'est formée sur le trottoir en face du site. Pas une manifestation, pas un cortège, juste des gens. Des gens qui se sont levés plus tôt que d'habitude, qui ont mis leur manteau, qui sont sortis dans le froid parce qu'ils avaient besoin de voir, de témoigner, d'être là. Il y a des anciens ouvriers reconnaissables à leur façon de regarder, pas avec curiosité, mais avec cette expression particulière des gens qui assistent à l'enterrement de quelque chose qui leur appartient encore un peu. Il y a des habitants du quartier, des retraités, des jeunes avec des téléphones levés. Il y a une femme qui pleure sans bouger, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle se tenait elle-même pour ne pas tomber. Et il y a un homme, il s'appelle Michel. Il a 63 ans. Son père a travaillé à Caen pendant 32 ans. Son grand-père y a travaillé avant lui. Michel lui-même a passé 17 ans dans cette brasserie comme technicien de maintenance, avant d'être transféré à Obernai en 2001, quand les lignes d'embouteillage ont fermé. Il est venu seul ce matin. Il n'a pas prévenu sa femme. Il s'est juste levé à 6 heures, il a bu son café debout dans la cuisine, et il est parti. Il ne dit rien. Il regarde. À 9h30, la grue se met en position. C'est un engin imposant, jaune et gris, dont le bras articulé s'élève lentement au-dessus du bâtiment principal. Les techniciens de la société de démolition font leur vérification. Ils attachent les câbles, ils vérifient les angles. Ils communiquent par radio avec l'opérateur en cabine. Pour eux, c'est un chantier comme un autre. Une enseigne à décrocher, un bâtiment à démolir, un planning à respecter. Ils font leur travail avec la précision professionnelle de gens qui ont l'habitude de démolir des choses auxquelles ils ne sont pas attachés. Sur le trottoir, personne ne bouge. La grue s'approche de l'enseigne. Le bras métallique s'aligne avec la première lettre. Le K. Il y a un moment, quelques secondes à peine, où rien ne se passe encore. La grue est en position. Les câbles sont tendus. La foule retient son souffle sans le décider. Comme avant, un coup de tonnerre. Comme avant, une mauvaise nouvelle qu'on sait inévitable et qu'on retarde encore d'une seconde. D'une seule seconde. Parce qu'une fois qu'elle est tombée, rien ne sera plus jamais pareil. Puis le câble se tend vraiment. Et le K se détache. Le métal grince. Pas un fracas. Pas une explosion. Juste ce grincement sourd, métallique,
qui se propage dans l'air froid de janvier comme une plainte contenue. La lettre pivote lentement, suspendue dans le vide, avant d'être déposée au sol avec une précision mécanique. Sur le trottoir, quelqu'un laisse échapper un son. Pas un mot, juste un son. Le R vient ensuite, puis le O, puis le N. Chaque lettre arrachée laisse une marque sur la façade. Une zone plus claire, rectangulaire, propre. Là où le métal a protégé le mur pendant des décennies. Comme une cicatrice en négatif. Comme la forme de ce qui n'est plus là. Michel regarde chaque lettre descendre. Il compte. Il ne sait pas pourquoi il compte. Il le fait quand même. K-R-O-N-E-N-B-O-U-R-G. 11 lettres. 352 ans d'histoire. Quelques heures de travail. À midi, l'enseigne a complètement disparu. Le mur est nu. La façade du bâtiment principal, cette façade que des générations de Strasbourgeois ont vue depuis l'autoroute, depuis le train, depuis la fenêtre du bus, ressemble maintenant à un visage auquel on aurait arraché les yeux. Elle est là, intacte dans sa structure, mais vidée de ce qui lui donnait son sens. La petite foule se disperse lentement. Les gens remontent dans leur col, enfoncent leurs mains dans leurs poches, repartent vers leur vie normale. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a plus rien à voir. C'est fini. Michel reste encore un moment seul sur le trottoir. Il pense à son père. Il pense à ses matins d'enfance, où il accompagnait parfois son père jusqu'aux grilles de l'usine, et où son père lui disait, avec cette fierté simple et solide des hommes qui travaillèrent de leurs mains, « C'est là que je travaille, tu vois, c'est là », comme si montrer l'endroit suffisait à en expliquer l'importance, comme si les mots n'étaient pas nécessaires quand les bâtiments parlent d'eux-mêmes. Les bâtiments ne parlent plus. Il remonte dans sa voiture. Il fait le tour du quartier une fois, lentement, sans raison précise. Il longe la route d'Oberhausbergen. Il passe devant les immeubles neufs de l'écoquartier qui ont poussé sur les anciens terrains de la brasserie. Il remarque les noms des rues, rue Hâte, rue du Brassin, allée de la Houblonnière, des noms qui sont des hommages, des noms qui sont aussi des aveux. On nomme les rues d'après ce qu'on a détruit. Dans les semaines qui suivent, les démolitions s'accélèrent. Les bâtiments principaux tombent les uns après les autres. Les murs s'effondrent dans des nuages de poussière grise. Les gravats sont évacués par camion. Le terrain se met à nu progressivement, révélant une surface brune et compacte que rien ne distingue plus d'un terrain vague ordinaire. Sauf les analyses de sol, mercure, PCB, arsenic, 150 ans de production brassicole intensive ont laissé dans la terre des traces que les pelleteuses ne peuvent pas effacer. Des entreprises spécialisées interviennent. On prélève, on traite, on certifie. Le processus prend des mois. Pendant ce temps, les projets immobiliers avancent. Les permis de construire sont accordés. Les promoteurs s'activent. Strasbourg a besoin de logements. L'écoquartier brasserie va s'agrandir. De nouveaux immeubles vont sortir de terre. De nouvelles familles vont s'installer. La vie continue. Elle continue toujours. Ce soir-là, le soir du 18 janvier 2016, un habitant du quartier sort promener son chien après dîner. Il longe la route d'Oberhausbergen comme il le fait chaque soir. Il lève les yeux vers le bâtiment principal de l'ancienne brasserie comme il le fait chaque soir depuis des années. Et pour la première fois de sa vie, il voit le mur dans l'obscurité sans l'enseigne rouge. Pendant 60 ans, ce mur a brillé la nuit. Pas fortement, pas comme une publicité de Times Square. Doucement, chaleureusement, comme une veilleuse au-dessus du quartier qui disait à ceux qui rentraient chez eux, « Vous êtes arrivés, vous êtes à Cronenbourg, vous êtes chez vous. Ce soir, le mur est noir. » L'homme s'arrête. Son chien tire sur la laisse. Il ne bouge pas. Il reste là une minute, peut-être deux, à regarder ce rectangle d'obscurité là où il y avait toujours eu de la lumière. Puis il continue son chemin. Parce que c'est ce qu'on fait. On continue. Même quand quelque chose qu'on pensait permanent s'avère ne l'avoir jamais été. Quand une usine ferme, on croit que c'est fini. On croit que la douleur a une date de début et une date de fin, que le dernier jour de production est aussi le dernier jour de la blessure, que les gens font leur deuil, trouvent autre chose, passent à autre chose, que la vie reprend comme elle reprend toujours. Un peu moins pleine peut-être, mais reprend quand même. On a tort. Quand une usine ferme, la fermeture continue longtemps après la fermeture.
Elle continue dans les corps des ouvriers qui ont travaillé 30 ans dans le bruit et qui entendent encore les machines dans leur nuit. Elle continue dans les comptes en banque de ceux qui n'ont pas retrouvé de travail équivalent. Elle continue dans la terre, surtout dans cette terre qui garde en mémoire ce que les hommes voudraient oublier. À Cronenbourg, la terre a tout gardé. Les analyses de sol réalisées après la démolition des bâtiments principaux révèlent ce que beaucoup redoutaient. 150 ans de production brassicole intensive ont laissé des traces profondes et invisibles. Le mercure d'abord, utilisé autrefois dans certains procédés industriels, infiltré dans les couches superficielles du sol au fil des décennies. Puis les PCB, ces composés chimiques polychlorés largement utilisés dans les équipements électriques industriels jusqu'à leur interdiction dans les années 1980, et dont la demi-vie dans les sols se mesure en décennies. Et l'arsenic, enfin, présent naturellement dans certains terrains rénans, mais concentré ici par des années d'activité industrielle. Le cocktail est préoccupant. Pas catastrophique. Les seuils réglementaires ne sont pas tous dépassés, mais suffisamment sérieux pour imposer des travaux de dépollution lourds et coûteux avant toute construction. On dépollue. On traite les sols par excavation et par traitement chimique. On certifie conforme. On construit par-dessus. Mais la terre sait. La terre garde. Et dans ce quartier où des générations d'ouvriers ont passé leur vie à produire une bière que le monde entier boit encore, il y a quelque chose d'étrangement juste et d'étrangement cruel à la fois dans cette contamination silencieuse. Comme si le sol avait absorbé non seulement les résidus chimiques de la production, mais aussi quelque chose d'autre, de moins mesurable, de moins traitable. 3 destins, 3 vérités. Le premier homme s'appelle André. Il a pris sa retraite en 2003, 2 ans avant la fermeture des dernières lignes de production. Il a eu de la chance, c'est lui-même qui le dit, avec la prudence des gens qui savent que leur chance est relative. 31 ans à K1, conducteur de ligne d'embouteillage. Il est parti avec une pension correcte, une montre offerte par la direction et une poignée de main du responsable des ressources humaines. Il vit toujours à Cronenbourg, dans le même appartement depuis 40 ans, à 400 mètres de l'ancienne brasserie. Chaque matin, quand il sort acheter son pain, il passe devant les immeubles neufs de l'écoquartier. Il connaît les noms des rues par cœur, rue Hâte, rue du Brassin, allée de la Houblonnière. Il les trouve beaux, ces noms, et il les trouve insupportables. On met des noms sur les rues, dit-il, quand on n'a plus les gens pour les habiter. La deuxième personne s'appelle Sylvie. Elle avait 42 ans quand le siège social a fermé en 2014. Comptable depuis 16 ans dans l'entreprise. On lui a proposé un poste à Obernai. Même salaire, même fonction, 30 kilomètres de plus chaque matin. Elle a accepté. Elle n'avait pas le choix. Ou plutôt, elle avait le choix entre 2 mauvaises options et celle-là était la moins mauvaise. Aujourd'hui, elle fait 2 heures de route par jour. Elle dit que ce n'est pas si grave. Elle dit ça d'un ton qui signifie exactement le contraire. Elle dit aussi que le pire n'est pas la distance. Le pire, c'est que les collègues d'Obernai ne comprennent pas ce que Cronenbourg représentait. Pour eux, c'était juste un autre site du groupe, juste une adresse sur un organigramme. Ils ne comprennent pas pourquoi certains d'entre eux ont mis des années à se sentir à leur place à Obernai. Ils ne comprennent pas que quand on perd l'endroit où on travaille, on ne perd pas seulement un emploi, on perd une identité. Le troisième homme s'appelle Karim. Il avait 36 ans en 2009 quand son poste a été supprimé dans le cadre du plan social. Technicien de maintenance, 10 ans d'ancienneté. Il a touché ses indemnités, correctes, légales, conformes aux accords syndicaux. Il a cherché du travail pendant 8 mois. Il a fini par trouver un poste dans une entreprise agroalimentaire à la périphérie de Strasbourg. Moins bien payé, moins intéressant, mais un travail. Il ne parle presque jamais de Cronenbourg. Pas par amertume, ou pas seulement par amertume, mais parce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'expliquer ce que c'était, ce que ça représentait, demande une énergie qu'il n'a plus envie de dépenser pour convaincre des gens qui n'ont pas vécu ça. Vous ne pouvez pas comprendre, dit-il, si vous n'avez jamais appartenu à quelque chose qui existait avant votre naissance et qui était censé exister après votre mort. La bière, elle, coule toujours. À Obernai, la brasserie K2 produit aujourd'hui plus d'1 milliard de litres par an. Elle emploie 1200 personnes. Elle représente 40% de la production française de bière.
Elle brasse près de 300 marques différentes pour le compte du groupe Carlsberg. C'est l'une des plus grandes brasseries d'Europe occidentale. Le 1664 se vend dans 70 pays. En Grande-Bretagne, il est l'une des lagers premium les plus consommées. En France, il reste la première bière premium du marché. À Singapour, à Shanghai, à Sao Paulo, dans des bars que Jérôme Hatt n'aurait pas pu imaginer, des gens boivent ce soir une bière brassée avec du houblon Strisselspalt d'Alsace. Ils ne savent pas ce que ce nom signifie. Ils ne savent pas que le houblon Strisselspalt est cultivé à quelques kilomètres de là où tout a commencé, en 1664, dans une ruelle de Strasbourg. Ils ne savent pas qu'une brasserie a existé pendant 352 ans dans un quartier qui porte encore son nom. Ils ne savent pas qu'en janvier 2016, un homme a compté 11 lettres métalliques tombées dans l'air froid d'un matin d'hiver alsacien. Ils boivent leur bière. Elle est bonne. Elle a toujours été bonne. À l'emplacement de l'ancienne brasserie, la vie a repris ses droits avec la brutalité tranquille du temps qui passe. L'écoquartier brasserie compte aujourd'hui plusieurs centaines de logements. Des familles s'y sont installées. Des enfants y grandissent. Le tramway passe à 200 mètres. Il y a une école, une crèche, quelques commerces. C'est un quartier vivant, agréable, bien conçu. Les noms des rues sont là. Rue Hatt, rue du Brassin, allée de la Houblonnière. Ils sont gravés dans les plaques bleues et blanches fixées au mur des immeubles neufs. Des noms que les nouveaux habitants lisent chaque jour sans forcément en connaître l'origine. Des noms qui sont des fantômes rendus inoffensifs par la fonte et la peinture. La Villa Hatt, cette belle demeure bourgeoise de 1897, seul vestige architectural de la famille fondatrice, a été restaurée et transformée. L'ancienne salle de brassage Art déco, avec ses 8 cuves en cuivre qui ont survécu à tout, accueille désormais un restaurant. Les cuves sont là, décoratives, magnifiques, polies comme des trophées. Les gens dînent entre elles en fin de semaine. Ils les photographient, ils les trouvent belles. Elles sont belles. Et elles ne brûlent plus rien. Alors, que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il de 352 ans d'histoire brassicole dans un quartier qui porte encore le nom de la brasserie dans le sien? Que reste-t-il de 800 emplois, de 4 salles de brassage, de 650 cuves, de générations d'ouvriers qui ont passé leur vie à faire quelque chose d'aussi simple et d'aussi fondamental que de la bière? Il reste les noms, il reste les cuves, il reste la villa. Il reste quelques anciens qui se souviennent et qui vieillissent. Et il reste une question que l'histoire de Cronenbourg pose avec une clarté particulière, parce qu'elle n'est pas spécifique à Strasbourg, parce qu'elle n'est pas spécifique à la bière, parce qu'elle est la question de notre époque industrielle tout entière. Quand un groupe multinational rachète une entreprise centenaire, que rachète-t-il exactement? Il rachète des actifs, des marques, des parts de marché, des réseaux de distribution, des outils de production. Tout cela est des mesurables, évaluables, inscrits dans un bilan comptable. Mais il rachète aussi, sans le savoir, sans le vouloir, sans jamais le mesurer, quelque chose d'autre. Il rachète une communauté. Il rachète une identité collective. Il rachète la raison pour laquelle des centaines de familles se sont installées dans un quartier précis, ont choisi une école précise pour leurs enfants, ont construit leurs amitiés et leurs habitudes autour d'un lieu de travail commun. Ce quelque chose-là ne figure dans aucun bilan. Il n'a pas de valeur marchande. Il ne peut pas être vendu, transféré ou optimisé. Mais quand il disparaît, les gens le sentent, dans leur corps, dans leur quotidien, dans cette façon qu'ont certains d'entre eux de s'arrêter devant une enseigne qui n'est plus là, comme on s'arrête devant une photo de quelqu'un qu'on a perdu. Cronenbourg 1664 existe toujours. La marque est vivante. Le logo est connu dans le monde entier. Les bouteilles sont dans les réfrigérateurs de 70 pays. La bière est bonne. Elle l'a toujours été. Elle le sera encore longtemps. Mais la brasserie de Cronenbourg, elle, la vraie, celle des caves voûtées et des cuves en cuivre et du bruit des machines à 5 heures du matin et de l'odeur du malt dans les rues du quartier, cette brasserie-là n'existe plus. Et sur les bouteilles vendues ce soir dans les supermarchés du monde entier, il n'y a plus aucune trace de Strasbourg. Comme si la ville n'avait jamais existé. Comme si Jérôme Hatt n'avait jamais posé son seau sur ce premier tonneau de bois, place du Corbeau, le 9 juin 1664. Comme si 352 ans n'avaient duré qu'un matin de janvier,
froid, blanc, sans relief, au bout duquel une grue avait décroché 11 lettres d'un mur et les avait posées dans la poussière. Le quartier s'appelle toujours Cronenbourg. La bière s'appelle toujours Cronenbourg. Mais entre les deux, il y a désormais un abîme que personne n'a jamais décidé de creuser et que personne, non plus, n'a jamais décidé de combler.